Le cerveau dans une cuve. L'expérience de pensée du cerveau dans une cuve a été formulée par le philosophe Hilary Putnam en 1981. Elle s'inscrit dans la lignée des réflexions sceptiques sur la nature de la réalité, rappelant les interrogations de René Descartes sur le malin génie qui pourrait nous tromper sur l'existence du monde extérieur. Imaginez un instant que, suite à une intervention malveillante, votre cerveau soit prélevé et immergé dans une cuve contenant une solution nutritive. Ce cerveau est connecté à un ordinateur sophistiqué qui envoie des impulsions électriques, reproduisant fidèlement les sensations qu'il éprouverait normalement en interréagissant avec le monde réel. Ainsi, bien que privé de corps, ce cerveau percevrait une réalité virtuelle, indiscernable de la réalité tangible. Cette hypothèse soulève une question fondamentale. Comment pouvons-nous être sûrs que nos perceptions actuelles proviennent d'objets réels et non d'une simulation informatique? Si nos sensations sont identiques à celles que nous éprouverions dans le monde physique, sur quoi fonder notre certitude d'exister en dehors de cette simulation? Cette réflexion nous pousse à nous interroger sur la fiabilité de nos sens et la nature même de la connaissance. Hilary Putnam va plus loin, en suggérant que, même si nous étions des cerveaux dans des cuves, nos mots et nos pensées se référeraient à des objets réels. Par exemple, lorsque nous utilisons le terme « arbre », il désignerait un arbre réel, même si notre expérience de cet arbre est simulée. Cette perspective invite à réfléchir sur la relation entre le langage, la pensée et la réalité objective. De plus, des œuvres culturelles comme le film Matrix illustrent cette expérience de pensée, dépeignant un monde où les humains vivent dans une réalité virtuelle, contrôlée par des machines. Ces représentations cinématographiques renforcent l'idée que la frontière entre réalité et simulation peut être floue, nous incitant à reconsidérer nos certitudes sur ce qui est réel. En définitive, l'expérience du cerveau dans une cuve nous confronte à nos propres limites épistémologiques. Elle nous encourage à questionner la source et la véracité de nos perceptions, tout en nous interrogeant et nous invitant à explorer les implications philosophiques d'une réalité potentiellement simulée. Cette réflexion n'offre aucune réponse définitive, mais sert de catalyseur pour une introspection profonde sur la nature de notre existence et de notre connaissance. Et toi, penses-tu que nous sommes dans une simulation ? Doit-on privilégier l'individu ou la société ? La question de savoir s'il faut privilégier l'individu ou la société est au cœur des débats philosophiques depuis des siècles, reflétant les tensions entre deux visions du monde apparemment opposées. D'un côté, l'individualisme met l'accent sur l'autonomie personnelle, les droits individuels et la liberté de choix. De l'autre, l'holisme social insiste sur l'importance du collectif, de la solidarité et de l'intérêt général. Cette dualité a donné naissance à diverses théories et réflexions qui cherchent à comprendre la relation complexe entre l'individu et la société. Émile Durkheim, sociologue français du XIXe siècle, a proposé que la société est plus que la somme de ses individus. Selon lui, les faits sociaux tels que les normes, les valeurs et les institutions exercent une contrainte sur les individus, influençant leur comportement et leur conscience. Par exemple, il a étudié le suicide, non pas comme un acte purement individuel, mais comme un phénomène social influencé par le degré d'intégration et de régulation sociale. Durkheim a suggéré que des niveaux élevés d'individualisme pouvaient affaiblir les liens sociaux, menant à des sentiments d'isolement et, dans certains cas, au suicide. D'autre part, des penseurs comme Thomas Hobbes ont envisagé l'état de nature comme une condition pré-sociétale où l'individu est libre de toute contrainte sociale. Cependant, Hobbes a également suggéré que cette liberté totale pourrait mener à l'anarchie et à la violence, nécessitant la formation d'un contrat social pour garantir la paix et l'ordre public. Cette perspective met en lumière la tension entre liberté individuelle et la nécessité d'une structure sociale pour maintenir l'ordre. Dans les sociétés modernes, l'individualisme est souvent valorisé, avec une forme d'emphase sur les droits personnels et l'autonomie. Cependant, cette valorisation de l'individu, par exemple, la quête incessante de la réussite, peut conduire à l'égoïsme et à la négligence des responsabilités collectives. De plus, l'accent mis sur l'individu peut affaiblir le tissu social, réduisant la solidarité et augmentant les inégalités.
Certains sociologues ont observé que cette orientation vers l'individu peut créer une société où les liens sociaux seraient fragiles, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être général. Inversement, une société qui privilégie trop le collectif au détriment de l'individu peut mener à l'oppression et à la suppression des libertés personnelles. Des régimes totalitaires ont illustré les dangers d'une telle approche, où l'individu est subordonné aux intérêts de l'État. Cette dynamique soulève des questions sur l'équilibre entre la liberté individuelle et le contrôle social, et sur la manière de préserver les droits individuels tout en promouvant le bien-être collectif. La philosophie sociale contemporaine cherche souvent à dépasser cette dichotomie, en reconnaissant que l'individu et la société sont interdépendants. Des théoriciens comme Norbert Elias ont suggéré que l'individualisation et la socialisation sont des processus simultanés et mutuellement constitutifs. Selon cette perspective, l'individu se construit à travers ses interactions sociales, et la société est composée d'individus qui influencent et modifient continuellement les structures sociales. Cette vision dynamique met en lumière la complexité des relations entre l'individu et la société, suggérant que ni l'un ni l'autre ne peut être considéré isolément. En fin de compte, la question de savoir si il faut privilégier l'individu ou la société ne trouve pas de réponse simple ou définitive. Elle invite à une réflexion continue sur la manière de concilier les droits et les libertés individuelles avec les besoins et les responsabilités collectives. Cette réflexion est essentielle pour naviguer dans des conflits contemporains, tels que les inégalités sociales, les crises environnementales et les tensions politiques, qui nécessitent une coopération entre individus et institutions pour pouvoir parvenir à des solutions durables et équitables. Et toi, penses-tu qu'il est préférable de privilégier l'individu ou bien la société ? Le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur, formulé par Épiménide le Crétois, plonge au cœur des complexités de la logique et de la vérité. Épiménide, originaire de Crète, aurait déclaré « Les Crétois sont toujours menteurs ». Cependant, comme il est crétois lui-même, cette affirmation se retourne contre lui, engendrant une contradiction qui a façonné les philosophes et les logiciens à travers les siècles. Ce paradoxe illustre une situation où une déclaration se réfère à elle-même, créant une boucle sans fin. Si on considère l'affirmation d'Épiménide comme vraie, cela signifie que les Crétois mentent toujours. Or, Épiménide étant crétois, cette déclaration serait un mensonge, ce qui contredit l'idée qu'il dit la vérité. Inversement, si on suppose que son affirmation est fausse, cela suggère que les Crétois ne mentent pas toujours. Cependant, cela impliquerait qu'Épiménide dit la vérité, en déclarant que les Crétois sont des menteurs, ce qui est également contradictoire. Cette énigme met en lumière les limites de la logique binaire, où une proposition est soit vraie, soit fausse. Les énoncés autoréférentiels, comme « cette phrase est fausse », défient cette dichotomie, car ils ne peuvent être évalués de manière cohérente. Le paradoxe du menteur a ainsi conduit à des révisions des systèmes logiques traditionnels, notamment dans les domaines de la logique des mathématiques et de la sémantique. Les implications philosophiques de certains paradoxes sont profonds. Ils invitent à réfléchir sur la nature de la vérité et la possibilité d'une vérité absolue. Si une déclaration peut être vraie et fausse à la fois, en raison de son autoréférence, cela suggère que la vérité pourrait être plus nuancée et contextuelle que ce qu'on l'avait supposé. En somme, le paradoxe du menteur sert de miroir aux complexités. Et aux paradoxes de notre propre compréhension de la vérité et de la logique. Il nous repousse à mettre en question nos certitudes et à explorer des systèmes de pensée plus sophistiqués pour appréhender les subtilités du langage et de la réalité. Peut-on vivre sans espoir ? La question de savoir si il est possible de vivre sans espoir invite à une réflexion profonde sur la nature de l'existence humaine et sur le rôle que joue l'espoir dans notre quotidien. L'espoir est souvent perçu comme une force motrice, un levier qui nous pousse à avancer, à surmonter les obstacles et à aspirer à un avenir meilleur. Cependant, certains philosophes ont remis en question cette vision, suggérant que l'espoir pouvait être à la fois illusoire et potentiellement nuisible. Arthur Schopenhauer, par exemple, considérait l'espoir comme une source de souffrance,
Selon lui, l'espoir est une lumière vacillante qui brille dans l'obscurité de nos vies. Mais cette lumière est éphémère et ne fait que souligner l'obscurité environnante. Il suggérait que l'espoir est une illusion qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, nous maintenant dans un état de désir constant et insatisfait. Ainsi, vivre sans espoir pourrait signifier se libérer de ses chaînes et accepter la réalité sans phare qui pourrait conduire à une forme de paix intérieure. De son côté, Albert Camus, dans Le mythe de Sisyphe, arborait la question de l'espoir à travers le prisme de l'absurde. Il présentait Sisyphe comme un personnage condamné à une tâche futile et sans fin, roulant une pierre en haut d'une montagne pour la voir redescendre inlassablement. Camus utilisait ce mythe pour illustrer la condition humaine face à l'absurdité de l'existence. Selon lui, renoncer à l'espoir d'un sens ultime ou d'une rédemption ne conduit pas nécessairement au désespoir, mais peut ouvrir la voie à une appréciation plus authentique de la vie. Accepter l'absurde et vivre sans l'espoir d'une signification transcendantale pourrait permettre de savourer pleinement les moments présents. Søren Kierkegaard, quant à lui, distinguait entre l'espoir et l'espérance. Pour lui, l'espoir était lié à des attentes spécifiques et souvent déçues, tandis que l'espérance était une confiance plus profonde et plus abstraite, ancrée dans la foi et dans la relation avec le divin. Il suggérait que l'espoir pouvait être un obstacle à la véritable compréhension de soi, car il nous détourne de l'acceptation de notre condition humaine et de nos limites. Vivre sans espoir dans cette optique pourrait signifier embrasser pleinement notre humanité, reconnaître nos imperfections et nos faiblesses, et trouver un sens dans l'acceptation de notre existence finie. Ainsi, la question de vivre sans espoir ne trouve pas de réponse simple ou universelle. Elle dépend largement de notre conception personnelle de l'espoir, de nos croyances et de notre vision du monde. Pour certains, l'espoir est essentiel à la motivation et au sens de la vie, tandis que pour d'autres, il peut être perçu comme une entrave à la pleine réalisation de soi. Peut-on apprendre sans expérience sensorielle? L'expérience de pensée du monde de Marie, imaginée par le philosophe australien Frank Jackson en 1982, invite à réfléchir sur la nature de la connaissance et les limites potentielles de l'apprentissage dépourvu d'expérience sensorielle directe. Cette hypothèse met en lumière la distinction entre deux formes de savoir. Le savoir théorique, acquis par l'étude et l'analyse, et le savoir expérientiel, fondé sur la perception directe et personnelle. Imaginons Marie, une scientifique exceptionnelle spécialisée dans la neurophysiologie de la vision des couleurs. Depuis sa naissance, elle vit confinée dans une chambre entièrement noire et blanche, privée de toute exposition aux couleurs. Toutefois, grâce à des moyens technologiques sophistiqués, elle a accès à une multitude d'informations théoriques sur les couleurs, les longueurs d'onde lumineuses associées à chaque teinte, les réactions neuronales correspondantes et même les descriptions verbales des expériences colorées rapportées par d'autres individus. Marie possède ainsi une connaissance exhaustive des aspects physiques et scientifiques liés aux couleurs. Cependant, un jour, Marie est autorisée à quitter sa chambre et, pour la première fois, elle perçoit directement les couleurs en les observant dans le monde extérieur. Face à cette nouvelle réalité sensorielle, une question émerge. Marie acquiert-elle une forme de connaissance supplémentaire lors de cette expérience? Malgré sa compréhension théorique approfondie, il semble qu'elle découvre quelque chose de fondamental qu'aucune description ne pouvait lui transmettre. Cette situation soulève des interrogations sur la nature de l'apprentissage et de la connaissance. Peut-on véritablement comprendre pleinement un aspect de l'expérience humaine sans y participer directement? Le savoir théorique est-il suffisant pour appréhender la totalité de l'expérience humaine? Ou existe-t-il des dimensions de les connaissances qui échappent à l'analyse intellectuelle et ne peuvent être saisies que par l'expérience personnelle? L'expérience de Marie met en exergue la notion de qualia, ces aspects qualitatifs et subjectifs de nos perceptions conscientes. Même en disposant de toutes les données objectives sur les couleurs, Marie ne pouvait en aucun cas appréhender la sensation intrinsèque de voir rouge ou de ressentir la fraîcheur du bleu sans les percevoir elle-même. Ce qui suggère que certaines dimensions de la réalité sont inaccessibles sans expérience directe, invitant à reconsidérer les limites du savoir purement intellectuel. Cette réflexion a des implications profondes sur notre compréhension de la conscience et de l'esprit humain. Elle suggère que la conscience
subjectives et les expériences personnelles constituent des sources de connaissances distinctes qui ne peuvent être entièrement expliquées par les descriptions objectives ou scientifiques. Ainsi, même avec une connaissance exhaustive des mécanismes physiques sous-jacents à nos perceptions, il pourrait demeurer une part de l'expérience humaine qui échappe à la compréhension complète sans l'expérience vécue. En somme, l'expérience de Marie nous invite à réfléchir sur la nature et les limites de la connaissance humaine, en particulier concernant les aspects subjectifs de notre expérience, qui nous poussent à reconnaître que certaines vérités. Et toi, penses-tu que, malgré tout son savoir, Marie aurait pu reconnaître les couleurs ? Sacrifier un bébé pour sauver un groupe de personnes. Le dilemme du bébé qui pleure invite à une réflexion profonde sur les choix moraux que nous faisons au quotidien et sur les valeurs que nous privilégions dans notre société moderne. Imaginez-vous dans un train. Vous êtes parent et votre enfant pleure. Vous avez deux choix, soit mettre votre fils devant un écran, ce qui permettrait de le calmer et ce qui permettrait aussi d'apaiser les autres voyageurs car ils n'auraient plus les bruits insupportables à entendre, ou bien ne rien faire du tout, craignant les effets néfastes que pourra avoir l'écran sur votre enfant. Ce choix met en lumière le conflit entre deux impératifs moraux, le bien-être immédiat de l'enfant et le respect des normes sociales et du confort collectif. Ce dilemme reflète les tensions auxquelles sont confrontés de nombreux parents dans le monde moderne, où les distractions numériques sont omniprésentes et souvent utilisées comme outils pour gérer le comportement des enfants en public. D'un côté, il y a le désir de maintenir l'harmonie sociale et de minimiser les perturbations dans un espace public. De l'autre côté, il y a la préoccupation concernant l'impact potentiel de ces technologies sur le développement cognitif et émotionnel des enfants. Les partisans d'une approche plus permissive pourraient argumenter que l'utilisation d'écrans est un mal nécessaire dans certaines situations, permettant aux parents de gérer les comportements de leurs enfants, tout en respectant les attentes sociales. Ils pourraient souligner que, dans un monde de plus en plus numérisé, l'exposition précoce aux technologies peut être bénéfique pour préparer les enfants à un avenir où ces compétences seront essentielles. Cependant, cette perspective pourrait être critiquée pour minimiser les risques potentiels associés à une exposition précoce aux écrans, tels que les problèmes de santé ou bien une diminution de l'attention et des difficultés sociales. De l'autre côté, il y a ceux qui préconisent une approche plus conservatrice. Ils pourraient insister sur l'importance de protéger l'enfant et de préserver les interactions humaines authentiques. Ils pourraient faire valoir que céder à la tentation d'utiliser les écrans comme solution peut avoir des conséquences à long terme sur le développement de l'enfant. Le dilemme du bébé qui pleure ne fournit pas de réponse définitive sur la meilleure action à entreprendre. Au contraire, il sert de point de départ. Et vous, auriez-vous mis votre enfant devant un écran ou l'auriez-vous laissé pleurer ? Peut-on séparer l'art de l'artiste ? Certains estiment que l'œuvre doit être appréciée indépendamment de la personne qui l'a créée. Selon cette perspective, l'art possède une autonomie qui lui permet d'exister et d'être apprécié pour ses propres mérites, sans que la biographie ou les actions de l'artiste n'influencent notre jugement. Cette approche se fonde sur l'idée que l'œuvre, une fois produite, acquiert une existence propre et peut être interprétée de diverses manières, indépendamment des intentions ou de la moralité de son créateur. Ainsi, un tableau, une sculpture ou une composition musicale vivraient leur propre vie, offrant au spectateur une expérience unique, déconnectée de l'identité de l'artiste. D'autres, cependant, soutiennent que l'œuvre est indissociable de l'artiste. Cette vision repose sur l'idée que l'art est une extension de l'individu, reflétant ses pensées, ses émotions et ses convictions. Selon cette perspective, comprendre la vie personnelle de l'artiste enrichit notre appréciation de l'œuvre, car elle nous permet de saisir les nuances, les contextes et les messages sous-adjacents que l'artiste a pu intégrer dans sa création. Par exemple, connaître les luttes personnelles ou les convictions politiques d'un écrivain peut offrir une nouvelle dimension à l'interprétation de ses romans ou de ses essais. Cette dichotomie est d'autant plus complexe lorsque l'artiste est impliqué dans des actions moralement répréhensibles. Devons-nous ignorer ces aspects de leur vie et apprécier uniquement leur art, ou au contraire,
Ces actions entachent-elles l'œuvre, rendant toute appréciation artistique problématique? Des débats contemporains illustrent cette tension, notamment lorsque les œuvres d'artistes accusés d'agressions sexuelles ou de comportements abusifs sont remis en question. Le mouvement #MeToo a par exemple conduit à reconsidérer la manière dont nous consommons et valorisons l'art de certains individus, en pesant le poids de leurs actions personnelles contre la valeur perçue de leur art. Philosophiquement, cette question touche à des concepts tels que l'intentionnalité, l'authenticité et la réception esthétique. L'intention de l'artiste joue-t-elle un rôle crucial dans la signification de l'œuvre, ou celle-ci acquiert-elle une signification propre, indépendante des désirs et des intentions de son créateur? De plus, la notion d'authenticité est mise à l'épreuve. Une œuvre créée par un artiste, dont les actions sont en contradiction avec les messages véhiculés dans son art, peut-elle être considérée comme authentique? En définitive, la question de séparer ou non l'œuvre de l'artiste n'a pas de réponse définitive. Elle reflète la diversité des perspectives culturelles, éthiques et esthétiques qui existent au sein de nos sociétés. Cette réflexion nous pousse à examiner nos propres valeurs, nos processus de jugement et notre compréhension de l'art en tant que miroir de l'humanité. Et toi, penses-tu que l'on devrait séparer l'art de l'artiste?